Voilà, j'ai la chance de co-animer ce petit-déj avec mon collègue Franck que vous voyez également à l'écran, que je souhaite la bienvenue puisque, c'est son baptême aujourd'hui, dans les petits-déj, qualité de vie au travail, donc je suis ravie qu'il soit avec nous. On est là aujourd'hui pour parler, de l'accueil, des nouveaux arrivants, hein, pour faciliter leur intégration. Alors, on va aussi faire déjà une introduction. On est là dans un cadre, d'une webconférence, qui existe depuis 2020, hein, on a lancé ça. Pour ceux que ça serait, le premier petit déj. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un format de communication sur toute thématique qui va se rapporter à la qualité de vie et aux conditions de travail. Concrètement, dès qu'on touche, à l'organisation, dès qu'on touche aux ressources humaines, on est dans de la qualité de vie au travail. L'objectif, qu'on va avoir et qu'on a toujours, c'est de tenir sur 1 heure maximum. Alors, en fonction des sujets, c'est plus ou moins simple, mais on va essayer de s'y tenir avec Franck. Différentes règles. On a fermé les micros pour faciliter, la compréhension de tous, mais aussi, pour éviter les interférences et faciliter le débit aussi, hein, des différents, écrans, puisque certains ont parfois des difficultés à avoir le son et l'image en bonne qualité. On vous invite donc à réagir et à interagir régulièrement sur l'onglet discussion que vous avez déjà bien investi. Vous commencez à maîtriser maintenant, nos outils, donc c'est vraiment chouette et on y répondra, en fin de présentation. L'idée, c'est vraiment qu'on soit dans un cadre bienveillant, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Toutes les questions que vous avez méritent d'être posées. On essaiera d'y répondre si on a des réponses immédiates. Si certaines de vos questions demandent des recherches approfondies, on vous demandera votre adresse mail et on vous enverra la réponse par mail. Concernant toutes les problématiques techniques de connexion, alors ça ne va pas dépendre de nous, hein, on s'en excuse, ça dépend des paramètres de vos ordinateurs. Alors normalement avec Teams, il n'y a pas forcément de blocage, donc j'espère que tout le monde, arrive à avoir et le son et l'image, puisque c'est vraiment, important pour nous. Dans tous les cas, vous recevrez, ce PowerPoint à la fin, de ce petit déj qualité de vie au travail. On vous enverra un mail, et donc, c'est parti. Alors, on est là aujourd'hui pour parler de, comme je le disais, hein, du bien accueillir, pour faciliter l'intégration. Alors pourquoi? Il faut savoir que les études en sciences humaines le prouvent, une intégration réussie, ça a vraiment des effets sur plusieurs choses. Déjà, l'efficience organisationnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Plus on arrive à s'adapter facilement, plus on va être efficace dans le temps et donc le temps d'adaptation, le temps de compréhension de l'organisation sera réduit. Donc il y aura moins d'erreurs, la personne s'adaptera vite, sera plus vite opérationnelle. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir une phase d'accueil et d'intégration, pour aussi diminuer ce temps d'adaptation, puisque c'est prouvé, hein, en fonction des postes, on a entre 1 an et 3 ans à faire le tour de son poste pour en devenir un expert, pour le maîtriser, en fonction des différentes problématiques métiers que la personne va rencontrer. Deuxième effet, ça a aussi, l'effet sur la motivation, hein, ça va fidéliser la personne et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, puisque dans le contexte aujourd'hui, où les collectivités, on rencontre des difficultés de recrutement, la mise en œuvre d'un parcours d'intégration, ça a vraiment toute son importance et ça a une visée stratégique et en plus, on peut le vendre lors des entretiens et lors des offres d'emploi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et du coup, on va se poser la question, concrètement, comment on fait? Et je laisse la parole à Franck. Merci Jennifer. Bonjour à tous. Alors, on va tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose que l'on définisse ensemble ce que l'on entend par nouvel arrivant. Ainsi, je vous invite à noter dans le chat, pour vous, qu'est-ce qu'un nouvel arrivant? Quelle représentation vous en avez? Qu'est-ce que c'est? On va vous laisser, quelques secondes, le temps que les premiers, osent, écrire. En général, il suffit d'un premier qui se lance et puis ça s'enchaîne plutôt bien. Oui, un nouveau Un collègue, en nouveau effet. collègue. Quelqu'un qui vient d'être recruté ou alors qui a muté. Une mobilité interne, en effet. Quelqu'un qui intègre la collectivité, le service, un nouvel agent. OK, ça marche. Quelqu'un, en effet, qui vient de retour de congé maternité ou de maladie. Merci pour vos retours. Alors, nous allons synthétiser vos réponses de la manière suivante. Donc, un nouvel arrivant, ça peut être, on l'a dit, une nouvelle personne que l'on embauche de manière pérenne au sein de la collectivité. C'est quelqu'un qui
être titulaire, qui va être stagiairisé, ou alors c'est un contractuel sur un contrat de plusieurs années. Ça peut être les stagiaires également, les apprentis qui sont en formation professionnelle et que l'on accueille régulièrement dans nos structures, les agents d'une commune voisine ou du CDG qui sont mis à disposition pour tout ou partie de leur temps, les saisonniers que l'on va accueillir prochainement pour la période estivale en tant que renfort dans nos effectifs, les agents qui reprennent le travail après une longue absence, soit pour raison de santé, soit suite à une disponibilité, mais également les agents qui changent de poste ou qui se reconvertissent dans le cadre d'une mobilité interne. Toutes ces personnes que l'on vient de lister sont des nouveaux arrivants. Ainsi, un nouveau arrivant n'est pas forcément jeune, mais c'est une personne qui se trouve en décalage technique, organisationnel, culturel avec son nouvel environnement de travail. Alors, les Allô? statistiques, Attendez, on va juste couper les micros les des gens. statistiques je te laisse passer à la diapo suivante, Jennifer. Ouais, alors attends, je vais juste couper le micro, hop, de la personne. Comme ça, c'est fait. Logiquement, tu as la diapo quel facteur de risque? Ah, elle Ça ne s'est pas s'affiche pas affiché? chez moi. Non, Alors, voilà, on toujours l'a. pas? Ouais, c'est bon. Si, très bien. Alors, les statistiques d'accidents le prouvent, les nouveaux arrivants sont des personnes vulnérables face aux risques professionnels. Ils sont concernés par de nombreux accidents les premiers mois de leur embauche. Alors, pourquoi ces chiffres? Donc, vous voyez sur la slide une liste non exhaustive de facteurs de risque qui peuvent expliquer cette tendance. Un des premiers éléments, c'est que l'accueil est insuffisant. Il n'y a pas d'accueil ou alors il n'est pas assez développé et du coup, le nouvel arrivant ne comprend pas l'environnement dans lequel il évolue. Il peut y avoir un manque d'accompagnement. Le nouveau est laissé en autonomie dans la réalisation des tâches. Un manque d'expérience. Le nouveau se retrouve avec des nouvelles activités, de nouveaux modes de travail qui diffèrent de sa collectivité précédente. Mais également, ce manque d'expérience peut s'exprimer lorsque le nouveau démarre sa carrière professionnelle. Les limites peuvent être mal identifiées. Les règles changent suivant la structure. Bien souvent, le nouveau veut faire bonne impression et il n'ose pas forcément demander. Pour les jeunes, on va retrouver en complément le sentiment d'invulnérabilité. Exemple, le port de charge, hein, le jeune va vouloir montrer qu'il est fort, qu'il peut porter sans utiliser le chariot qui est mis à sa disposition. Lors de l'accueil, il y a un flot d'informations difficile à assimiler et nous verrons qu'il est préférable de disséminer l'information petit à petit pour que les nouveaux l'intègrent plus facilement. Certains nouveaux, pour faciliter leur intégration au sein du collectif, vont imiter des comportements à risque. C'est le cas, par exemple, des rippers derrière les bennes à ordures ménagères qui vont sauter du marchepied alors que le camion n'est pas totalement arrêté. Certains vont manquer de repères, d'autres vont manquer de discernement. L'ensemble de ces facteurs, hein, donc c'est bien une liste non exhaustive, on pourrait sûrement en rajouter d'autres, doit nous amener à la conclusion suivante, c'est que les nouveaux arrivants dans une collectivité doivent être considérés comme des personnes vulnérables. Jennifer l'a énoncé au début de la présentation, la mise en place d'un parcours d'intégration a toute son importance et a une visée stratégique. Ainsi, bien accueillir un nouveau permet à la collectivité de participer à sa bonne image, de gagner du temps. Bien souvent, prendre un peu de temps au début permet d'en faire gagner beaucoup par la suite. Ça diminue les risques d'accidents et de maladies professionnelles. On améliore la disponibilité mentale du nouveau et donc la qualité de son travail. On mobilise le personnel et on limite le turnover. Pour le nouveau, ça va permettre de rassurer, de donner des repères, de donner du sens, une finalité au travail. Ça va faciliter bien sûr son intégration, réduire le risque d'accident. On est vraiment sur une stratégie gagnant-gagnant, tant pour la collectivité que pour le nouveau. Et du coup, hein, par rapport à tout ça, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'il y a, vous m'entendez ou pas? Oui, OK, j'ai cru que ça marchait plus. Donc c'est qu'il y a vraiment chaque personne qui a un rôle à jouer, c'est pas juste le chef, c'est pas juste les RH. Tout le monde a quelque chose à faire dans l'organisation, dans cette notion d'accueil, d'intégration puisque, chacun va avoir des missions différentes pour faciliter l'arrivée, des nouvelles personnes dans l'organisation et pour répondre du coup, à ces enjeux que Franck vient d'énoncer.
Donc, la première étape, c'est de préparer l'arrivée. Donc, en général, ce que nous, on préconise, c'est au moins 1 mois avant l'annonce, au moins 1 mois avant l'arrivée, il faut faire l'annonce. Je rencontre un nombre assez important dans nos interventions depuis 2016 qu'on accompagne les collectivités, de chefs de service qui me disent qu'ils ne savent pas quand leur nouvel arrivant va venir dans leur service. Des fois, ils l'apprennent le jour même parce que la personne se présente devant eux, ils n'étaient pas informés que l'agent arrivait. Donc, c'est vraiment essentiel que le chef le sache le plus tôt à l'avance pour pouvoir anticiper et surtout pour pouvoir prévenir l'équipe, puisque l'équipe va venir être modifiée en accueillant une nouvelle personne. Donc, c'est vraiment important que l'équipe soit au courant de ce qui va se passer, de qui est cette personne. Donc, on la présente, on présente son profil, ses missions, ses compétences. C'est important de faire un tour de table aussi pour que chaque agent puisse exprimer son point de vue. Par exemple, si on dit « Ah bah tiens, il a cette compétence » et que quelqu'un l'avait déjà, pas qu'il se sente évincé pour éviter qu'il y a cette notion de bah, « il va venir marcher sur mes plates-bandes », etc. C'est essentiel de pouvoir laisser les agents de l'équipe s'exprimer, mais aussi pour demander un référent. Bah voilà, il va venir travailler, sur, l'espace vert. Est-ce que quelqu'un serait d'accord pour l'accompagner lors de sa phase d'intégration, pour lui montrer où se trouvent les choses et cetera? Et ça permet surtout aussi de responsabiliser les agents, les équipes, dans l'accompagnement et dans le fait de montrer, à quel point c'est essentiel de pouvoir intégrer facilement quelqu'un, puisqu'on l'a vu, hein, dans les différents diagnostics des risques psychosociaux. Parfois, certaines personnes vont être plutôt en mode, «Je vais tester le nouveau pour voir comment il réagit», on va être plus, dans de la défiance ou autre. C'est vraiment essentiel de pouvoir faire cette réunion collective en amont pour expliquer, qui va être la personne, à quoi ça sert l'intégration, et de pouvoir justement créer un climat de confiance avant même l'arrivée de la personne. Aussi, c'est important d'informer l'ensemble du personnel. Ça aussi, hein, c'est quelque chose qui remonte régulièrement des diagnostics des risques psychosociaux. On ne sait pas quand il y a des nouveaux collègues qui arrivent, on ne sait pas qui c'est. D'un coup, quelqu'un est dans les bureaux et on lui dit: «Bah, tiens, excusez-moi monsieur, vous voulez quoi? Vous cherchez quel service?» «Ah mais je travaille là depuis 2 semaines, vous m'avez jamais vu». Voilà, il y a des choses comme ça qui reviennent. Donc c'est vraiment essentiel d'informer, les autres services via un courriel, ou en réunion, hein, en disant: «Bah, voilà, on va recruter un tel et il aura ces missions-là». D'informer aussi en externe si le poste le nécessite. Par exemple, si vous avez des partenariats avec certains acteurs, d'informer qu'effectivement, un tel va arriver, le 1er juin et ses missions, ça sera de faire ci et ça. C'est optionnel, mais ça peut être très enrichissant. Vous pouvez également, et ça certaines collectivités l'ont mis en place, faire appel à, ce qu'on appelle du parrainage interservices. Alors, dans le service, on va apprendre un métier, on va transmettre des compétences. Le but de faire du parrainage, alors parrain, marraine, hein, peu importe, en interservice, ça permet vraiment de créer du lien et de décloisonner les pôles, puisque souvent, hein, on a, l'administratif, le technique et cetera. Chacun travaille en silo et souvent ce qui remonte des diagnostics des risques psychosociaux, c'est qu'il y a pas de lien entre les services et on ne sait pas comment faire. Le fait de lancer cette notion de parrainage, en ayant bien défini au préalable, ce que c'est, à quoi ça sert, et à quoi ça sert le parrainage? C'est de s'approprier les codes sociaux. Tiens, dans la collectivité, il y a ci, il y a ça, de partager sur l'historique, de développer le sentiment d'appartenance, en disant: «Tiens, on est tous agents finalement de cette collectivité, de cet établissement. On fait tous partie du même monde, peu importe le service qu'on a, ça va nous permettre de développer du lien, de partager, des règles. Ah tiens, est-ce que tu savais qu'on a, tel et tels avantages? Est-ce que tu savais que sur notre territoire, il y a ça et ça à faire?» Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de créer du lien, qui permet d'améliorer la collaboration interservices, même si c'est pas obligatoire, c'est vraiment quelque chose qui peut faciliter le développement d'un sentiment d'appartenance. Et quand on se sent appartenir à une structure, on a envie d'y rester. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans ce qu'on appelle la rétention des personnes, hein. Au-delà de la motivation à les faire venir, l'intérêt aussi de l'accueil et l'intégration, c'est de les faire rester pour pas qu'ils s'en vont. Ensuite, on a, au bout de 15 jours avant qu'ils arrivent, c'est essentiel de s'assurer des conditions d'accueil. Donc, on va préparer le poste de travail. Alors ça, c'est en lien entre le responsable et le service RH, hein. On s'assure qu'en fonction des différents postes administratifs, techniques ou autres, qu'il y ait un bureau, qu'il y ait du matériel et des équipements nécessaires, que ce soit les petites fournitures ou tous les équipements, les EPI et cetera, hein, équipements de protection individuelle, qui soit adapté à la morphologie de l'agent. Ça, c'est vraiment essentiel de s'y assurer aussi. Donc, c'est important de lui demander
en amont ses tailles, etc., si c'est pour des EPI. C'est important aussi que que le service informatique puisse être informé qu'il va y avoir un nouvel agent. Ça aussi, c'est des choses, c'est des petits loupés parfois, pour qu'ils puissent le faire le plus en amont possible, de créer une adresse courriel spécifique, etc. Mais également de prévoir une armoire ou un vestiaire dédié s'il y a besoin, en fonction des types de postes, bien sûr. Et il sera aussi important de rassembler en fait tous les documents qui sont nécessaires, notamment un livret d'accueil, si vous en avez un. Nous, au centre de gestion, il y en a qui sont disponibles sur notre site internet qui rappellent ce que c'est la fonction publique et pour qu'un agent qui intègre sache dans quoi il met les pieds. Le règlement intérieur, si vous en disposez, sa fiche de poste, puisque ça sera important de pouvoir lui présenter à son arrivée, l'organigramme, la présentation des services si vous en avez, l'attestation d'accueil santé sécurité au travail dont parlera Franck après. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, de pouvoir lister déjà tous les documents qui sont nécessaires pour mieux comprendre l'organisation, pour mieux comprendre le poste, pour mieux comprendre le fonctionnement et de tout préparer en amont pour que le jour où la personne arrive, on puisse lui remettre tout ça et qu'elle puisse en prendre connaissance. 10 jours avant l'arrivée, c'est le temps de planification des rendez-vous. Donc ça, c'est plutôt le service RH qui va prendre les différents rendez-vous, notamment auprès du médecin agréé et du service de médecine préventive, qui va informer l'agent en faisant un courriel sur la date de rendez-vous, de demander également des justificatifs des différentes qualifications, que ce soit les permis de conduire, les CACES, les habilitations, etc., en fonction de ce qui est nécessaire pour le poste qui va être effectué. Et on transmet les informations effectivement sur si vous l'avez mis en place, et ça on vous le préconise, on en parlera après, tous les rendez-vous pour découvrir les services, puisque c'est vraiment essentiel qu'on puisse savoir ce qui se passe dans la collectivité, c'est de pouvoir rencontrer les chefs de service, même si c'est juste un quart d'heure, une demi-heure, pour que chaque service puisse expliquer les missions de son service au nouvel arrivant. Et ça, c'est important en fonction de la taille de la collectivité, de le planifier sur un mois pour éviter qu'il y ait une surcharge d'informations d'un coup et que l'agent s'y perde. Donc, c'est important de créer ce planning-là avant l'arrivée de la personne et qu'on lui remette le jour même. 10 jours avant, c'est toujours dans cette notion de planification de rendez-vous. Le chef de service peut appeler l'agent pour l'informer des conditions d'arrivée. Où est-ce qu'on l'attend? À quelle heure? Comment est-ce qu'il pourra prendre son repas? Est-ce qu'il y a une salle de pause sur le temps de midi? Est-ce qu'il est prévu quelque chose de spécifique? Voilà, l'informer sur le pratico-pratique, c'est vraiment aussi important. Ça permet de créer du lien avant même l'arrivée. Ça permet à l'agent qui va arriver d'être rassuré aussi, de savoir que tiens, on se préoccupe de ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. On vérifie aussi en tant que responsable que les compétences nécessaires soient détenues et valides en fonction des nécessités du poste. Sinon, on peut planifier directement des formations. Et important, le chef de service se réserve la demi-journée la première demi-journée où la personne va arriver et la bloque dans son agenda. C'est impensable qu'un chef de service ne soit pas là quand une personne arrive. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer dans les pratiques. On le voit régulièrement dans les différents échanges qu'on peut avoir. Ça crée vraiment ce sentiment, tiens, je suis pas important. Mon chef, il n'était même pas là quand je suis arrivée. Donc ça, c'est vraiment des sentiments qui vont décliner la motivation et l'engagement dans le travail au premier jour. Et si au premier jour, il y a ce sentiment-là, alors on n'aura pas envie de rester. Une fois qu'on a fait tout ça, il n'y a plus qu'à accueillir. Et donc, pour ça, je laisse la parole à Franck. Donc le grand jour est arrivé, le nouvel arrivant arrive dans la collectivité. Comme vient de le dire Jennifer, c'est le responsable hiérarchique direct qui va accueillir le nouvel arrivant donc dans les locaux de travail. Dans un premier temps, il va le présenter à l'équipe. Ce sera l'occasion de mettre un visage sur un nom pour les nouveaux collègues et pour le nouveau, de voir les collègues avec qui il va collaborer. Ensuite, en entretien individuel, le responsable va présenter la structure, la collectivité, comment est-elle organisée, lui présenter l'organigramme, savoir où il se situe dans l'organigramme, dans quel service. C'est l'occasion de faire un point sur les modalités d'accueil, les modalités du temps de travail, quels sont les horaires de travail, comment on fonctionne. On peut également rechecker
ce qu'on a fait 10 jours avant au niveau des horaires, est-ce que ça correspond toujours à l'organisation personnelle du nouveau? Ça permet de le libérer mentalement et de se concentrer sur les informations que vous allez lui communiquer. On lui donnera des explications sur l'organisation et le fonctionnement du service, hein, les procédures qui sont en place. On lui remettra les documents que vous aurez préparés en amont, donc livret d'accueil, règlement intérieur, les fiches de poste, la liste des sauveteurs secouristes du travail, les consignes d'évacuation. Un temps sera dédié à la santé-sécurité pour présenter au nouveau les risques professionnels auxquels il sera exposé et les moyens de prévention à mettre en œuvre pour se protéger. Donc on lui remettra les EPI dont il aura besoin, le cas échéant, et on pourrait échanger le numéro de téléphone entre le nouvel arrivant et le responsable. Ça permettra de créer du lien, notamment si le nouveau est perdu dans la collectivité, a un souci, il a vers quelqu'un vers qui se référer. Afin que le nouveau puisse se repérer au sein de la collectivité, un plan avec les bâtiments communaux pourra lui être remis et un tour de la ville effectué. Ce sera l'occasion également de faire le tour des services de la collectivité pour présenter le nouvel agent aux autres services. Pareil, hein, c'est toujours pareil, ça facilite l'intégration, ça facilite le contact. Pour les grandes collectivités, on pourra se limiter au secteur ou au service avec qui le nouvel arrivant va collaborer le plus. C'est également lors de cet accueil qu'on remettra les documents pour se rendre à la visite médicale auprès du service de médecine préventive. Et à l'issue, on s'assurera de la cohérence entre l'aptitude médicale qui a été donnée par le médecin et les tâches effectuées. S'assurer qu'il puisse bien effectuer toutes les tâches. Enfin, un temps devrait être pris par la direction pour lui expliquer, pour lui présenter la politique et les valeurs de la collectivité. Il est important de prévoir des temps d'échange avec le service lors d'un moment convivial avec l'ensemble du service, donc soit le matin, soit l'après-midi, pour présenter cette nouvelle personne à l'équipe, pour faire connaissance avec les nouveaux collègues, mais surtout pour clarifier collectivement la place et le rôle de chacun au sein du service vis-à-vis du nouvel arrivant. Je reviens sur l'accueil sécurité qui doit être réalisé, hein. Donc un accueil santé et sécurité doit être systématiquement organisé lors de la prise de fonction d'une personne. Donc dès qu'on recrute quelqu'un, il y a un accueil santé et sécurité qui doit être fait. Lorsqu'il y a un changement de fonction, de technique, l'achat d'un nouveau matériel ou alors si les locaux sont transformés, mais également chaque fois que nécessaire, suite à un accident de service grave qui a entraîné mort d'homme ou alors qui a un caractère répétitif. Cet accueil va pouvoir être organisé par les chefs de service et ou l'assistant de prévention en partie. C'est à voir, suivant votre organisation, il n'y a rien qui est défini, tout dépend de votre organisation interne. Au niveau de son contenu, donc, tu as passé la Ouais, diapositive, pardon. Jennifer? Ouais, ça a le temps que ça Ouais, se ouais. charge. Au niveau du contenu, donc l'accueil sécurité doit porter sur les conditions de circulation sur les lieux de travail. À ce titre, c'est là qu'on va montrer les chemins d'accès aux lieux de travail, l'accès aux locaux sociaux, s'il y a un local de restauration, comment on s'y rend. On va préciser les issues et les dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre dans les locaux de travail. Et on va présenter les règles de circulation des véhicules, des engins, des piétons sur les différents sites. En ce qui concerne les conditions d'exécution du travail, dans cet item, on va enseigner les gestes et les comportements les plus sûrs au poste de travail en ayant, si possible, recours à des démonstrations. C'est-à-dire qu'on va expliquer à l'agent comment on utilise tel matériel, telle machine, comment on utilise tel produit, quels sont les risques liés à ce produit-là. Et donc, on va lui expliquer l'utilité des mesures de sécurité qui ont été prescrites et lui rappeler l'utilisation des équipements de protection individuelle, le cas échéant. Il est important de faire des essais selon une progression pédagogique et s'assurer que le nouveau les ait acquis. Le cas échéant, il faudra répéter cette opération jusqu'à ce qu'il ait les compétences nécessaires. En ce qui concerne la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre, il faudra préparer l'agent à la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie, afin qu'il puisse sauvegarder sa propre intégrité physique, celle de ses collègues de travail et dans les services qui accueillent du public, celle des usagers. Rappeler les dispositions à prendre concernant les secours,
les numéros d'urgence à appeler, quels sont les moyens d'accès des secours, hein, par quel côté du bâtiment les secours doivent arriver. Rendre attentif à la localisation des moyens d'alerte et des moyens de secours, hein. Donc, c'est montrer à l'agent où se trouve la trousse de secours dans le bâtiment, où se trouvent les extincteurs. Et enfin, le sensibiliser sur les risques, sur les responsabilités qui peuvent être encourues. Ça là-dessus, hein, Franck, je rebondis. Il y a beaucoup d'agents qui savent pas, qui sont responsables de leur santé et sécurité et de celle de leurs collègues, donc vraiment insister là-dessus, c'est important, je pense. Enfin, lors de cet accueil, il faudra montrer aux nouveaux arrivants les modalités d'accès aux documents uniques, les mesures de prévention qui auront été identifiées, lui préciser le rôle du service de médecine préventive ainsi que les représentants du personnel. Et ce sera l'occasion de regarder d'une manière plus synthétique, plus détaillée, je veux dire, les dispositions qui sont contenues dans le règlement intérieur et dans les différentes consignes notes de service que vous avez relatives à la santé et sécurité au travail. Alors, pour vous aider à réaliser cet accueil sécurité, le CDG vous met à disposition une procédure d'accueil en santé et sécurité au travail ainsi qu'une attestation de formation. En outre, on a un livret d'accueil et sécurité que l'on met gracieusement à disposition des collectivités sur demande auprès du service prévention. En ce qui concerne l'attestation de formation, c'est quelque chose qui est important. C'est recommandé de la prendre car elle permet de justifier la réalisation et le contenu de la formation que vous avez dispensée. C'est-à-dire, en cas d'accident, devant le juge, on montre que vous avez mis en place des actions pour accueillir l'agent en toute sécurité. Enfin, donc, il faudra prévoir des temps d'adaptation, accorder le temps nécessaire au nouveau pour qu'il puisse s'approprier l'ensemble des éléments qui ont été fournis, bah, notamment lui laisser le temps de lire l'ensemble de la documentation qu'on lui remet au début, à son arrivée dans la collectivité, lui permettre de rencontrer les différents services pour comprendre les rouages de la collectivité et de prévoir des formations complémentaires peut-être de l'agent, hein, donc aux équipements spécifiques au poste de travail, suivant, par exemple, si vous avez une tronçonneuse et que l'agent n'est pas formé, on va le former. Du coup, hein, on va prévoir une formation à la manipulation des extincteurs, au sauveteur secouriste du travail éventuellement, mais également aux risques et aux procédures particulières. Donc ça va dépendre des métiers, mais c'est par exemple l'habilitation électrique, la délivrance d'une autorisation de conduite, etc. Et du coup, hein, pour faire la transition de la troisième étape, donc on a eu la première où on est dans de la préparation. Vous l'avez bien remarqué, hein, si la préparation n'est pas suffisamment bien faite, l'accueil le jour J et le premier mois sera difficile puisqu'il y aura plein de choses qui vont manquer. Donc la préparation, c'est vraiment essentiel. La présence et l'accompagnement lors de la prise de poste également. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que la personne est arrivée, qu'on lui a présenté tous ses documents, et ben c'est pas fini, puisque après l'accueil, il y a l'intégration. Et pour qu'une personne se sente intégrée et qu'elle puisse s'identifier à la collectivité et avoir envie d'y rester, c'est essentiel qu'il puisse y avoir un suivi dans le temps, hein, pour faire le point sur comment elle se sent, comment ça se passe. Et ça doit être vraiment aussi acté avec, par exemple, la mise en place d'entretiens de suivi avec le responsable en définissant une fréquence avec l'agent en fonction et de la nature et de la durée de l'engagement. Si c'est un saisonnier, c'est pas la peine de le faire, hein. On est vraiment là sur des postes un peu plus spécifiques, notamment, voilà, il y a une nouvelle secrétaire de mairie qui va arriver. On est en phase de tuilage. C'est vraiment important de pouvoir définir des fréquences spécifiques pour faire le point, parce qu'il y a tellement de choses sur une année qui vont se passer. C'est essentiel de pouvoir rester disponible, au même titre que quand vous prenez une personne qui débute dans un emploi ou un stagiaire ou un apprenti. C'est vraiment essentiel d'avoir des temps spécifiques, de dire dans 2 semaines, on fait un point, on met des points toutes les 2 semaines ou une fois par mois ou une fois tous les 2 mois pour définir la fréquence avec la personne et parler du travail et de comment la personne se sent. C'est vraiment une étape essentielle pour s'assurer que la prise de poste, elle se fasse dans la meilleure des façons
et pour faciliter la montée en compétences. Je le rappelle, je l'ai dit en intro, on met entre 1 an et 3 ans à être opérationnel sur son emploi en fonction du type d'emploi et du nombre de projets. Et parfois même, ça peut aller beaucoup plus loin. Je repense au métier de secrétaire de mairie où des fois, il y a des choses qui arrivent une fois tous les 5 ans, tous les 7 ans et d'un coup, on est là, il faut qu'on fasse quelque chose et on ne sait pas parce qu'on l'a pas vu, parce qu'on savait pas. C'est tellement vaste, il y a tellement de compétences et plus il y a un métier qui est polyvalent et plus un métier est complexe, plus le processus d'adaptation va être long. Donc, c'est vraiment essentiel de pouvoir être là pour identifier les points de progrès et féliciter la personne de dire « Ah bah là, génial, tu maîtrises ça, c'est vraiment bien ». Mais aussi de dire « Bah là, par contre, va falloir qu'on mette en place un plan d'action. Je vois que tu as des difficultés à faire cette tâche-là. Est-ce que tu as besoin d'une formation? Est-ce que tu as besoin qu'on te réexplique? Est-ce que tu souhaites être mis en binôme avec une personne le temps que tu maîtrises cette compétence ?» Et ça permet aussi à l'agent de pouvoir s'exprimer sur ses difficultés en disant bien qu'on n'est pas là pour juger de tes compétences, on est là pour voir comment on peut t'aider à mieux t'adapter sur le poste et d'identifier d'éventuels besoins de formation qu'on n'avait pas vus au préalable, mais qui dans la pratique sont nécessaires. Je prends des exemples tout bêtes, hein. On n'avait pas prévenu l'agent qu'il allait devoir gérer des tableurs Excel et il maîtrise un tout petit peu Excel, il sait comment l'utiliser, rentrer des données, mais il ne sait pas l'exploiter. Donc ça, c'est aussi des choses qui vont se développer avec le temps. Des formations sur la bureautique, ça peut être par exemple quelque chose qui va apparaître au fur et à mesure du temps. Donc ces entretiens sont vraiment importants sur le temps jusqu'à ce que la personne n'en ressente plus le besoin. Et ensuite, on a aussi les entretiens de fin de période d'essai ou de fin de période de stage, hein, pour les stagiaires qui vont passer titulaires. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Ça permet de faire le point sur la prise de fonction. Si c'est positif et validé, on fait le point sur les missions et on définit les suites qu'on va donner. Tiens, maintenant tu maîtrises ça, les objectifs, ça va être ceux-là. Et si c'est négatif, ça nous permettra d'expliquer les raisons du refus, tout en soulevant les points forts de la personne. Puis après, c'est important que la personne soit reçue quand c'est négatif par la direction pour réaffirmer ce genre de choses. Ça permet aussi de récupérer tous les EPI qui sont non personnels quand c'est négatif. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Ça permet et de fidéliser les personnes si on leur explique pourquoi on ne renouvelle pas, par exemple, une période d'essai. Ça permet aussi de dire tiens, ils m'ont quand même reçu, j'ai été reçu à plusieurs reprises, on m'a dit ce que je faisais bien, mais finalement, je ne corresponds pas au poste. Ça va jouer dans ce qu'on appelle la marque employeur. Vraiment, hein, c'est l'image que vous pouvez avoir de votre collectivité à l'extérieur. Et les principaux ambassadeurs sont et votre personnel et ceux qui ont travaillé chez vous. Les gens parlent, hein, on parle de son travail, on vit au travail. Donc, si quelqu'un dit j'en peux plus de cette collectivité, tu te rends compte, j'avais pas de responsable quand je suis arrivée, en plus on m'a rien expliqué, et après on me reproche de pas comprendre le fonctionnement, vous pouvez être sûr que si il en parle à quelqu'un qui a été fonctionnaire, cette personne ne postulera pas chez vous. Donc, c'est vraiment important de pouvoir bien expliquer les choses parce que ça va jouer sur cette notion aussi où on va attirer des gens parce qu'on accueille bien les personnes. Ce qui peut être aussi fait, c'est le rapport d'étonnement. Alors le rapport d'étonnement, c'est vraiment un outil au service de l'organisation et de la direction. C'est un rapport qui va être informé, enfin l'agent va être informé dès le début, qui devra, en tout cas qu'on lui propose de réaliser un rapport d'étonnement, puisque le nouvel arrivant, il va avoir un regard neuf sur l'organisation, sans jugement, sans contenu, sans vécu dans la collectivité. Et du coup, ça permettra d'avoir cette notion de source d'amélioration continue avec un document qui est réalisé où on va présenter les atouts et les forces, les points améliorés, à savoir qu'est-ce qui vous a surpris, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui va faciliter votre intégration, qu'est-ce qui serait amélioré selon vous dans le service, qu'est-ce qui serait amélioré selon vous dans la collectivité. Si on fait ça, et si on présente ça à l'agent, c'est essentiel de jouer le jeu et d'accepter les remarques pour en tirer parti. C'est-à-dire que l'agent doit sentir qu'il est en confiance et qu'il va pouvoir s'exprimer librement et qu'il n'aura pas de représailles à la suite de son expression. Puisque si on met ça en place, il faut qu'il y ait un climat de confiance. S'il y a un climat dégradé, il ne faut pas mettre en place un rapport d'étonnement. Par contre, l'outil rapport d'étonnement, c'est vraiment essentiel puisque le nouvel arrivant déjà se sentira plus reconnu et plus facilement intégré puisqu'on va lui demander son avis sur l'organisation.
Par contre, comme je le disais, il faut absolument avoir un climat de confiance et valoriser aussi la créativité et la curiosité en interne en disant bien: «Ah bah ouais, n'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes, n'hésitez pas à venir avec vos idées, à être force de proposition». Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Le rapport d'étonnement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, déjà la trame, vous pouvez mettre différentes choses, des infos générales, nom, prénom, voilà, date d'entrée, le type de contrat, les points sur l'accueil, ce à quoi vous vous attendiez, ce qui vous a agréablement surpris, ce qui vous a manqué, les points forts, et les axes d'amélioration, bah, les points forts du service comme je le disais, les points qui pourraient être améliorés, la communication, l'organisation, des idées d'amélioration concrètes aussi pour le service. Et pareil pour la structure, les points forts à améliorer, les idées d'amélioration. Vous pouvez poser cette question: si vous aviez une baguette magique, quelle est la chose que vous changeriez dans notre structure? Ça permet aussi de voir cette notion de, je sais qu'on n'a pas le budget, par contre si, il y avait un truc à faire, ça serait peut-être ça, ou je sais que changer les choses de façon générale, c'est compliqué, mais c'est peut-être ça que je changerais si je pouvais le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un outil qui est utile, si et seulement si il y a un climat de confiance, je le répète. Donc concrètement, comment ça se passe? Bah, vous créez le fichier Word avec les données qu'on vous a mis, vous le transmettez, en version dématérialisée, si l'agent a accès à un ordinateur bien sûr, en lui expliquant l'intérêt, l'objectif. Ça peut être présenté par la direction, lors de l'entretien avec la direction ou avec, l'élu en fonction de ce que vous décidez, de son cadre. On est là dans de la bienveillance, dans de la confiance. Nous, notre objectif, c'est de savoir comment on peut s'améliorer pour, faire un meilleur service public et cetera. Et donc l'échéance de rendu, c'est sur 3 mois, puisque au bout de 3 mois, en général, on a vu quand même beaucoup de choses, sur le fonctionnement, on a pu vivre dans les services et l'idée, c'est vraiment de demander à l'agent de le compléter au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on lui donne en format dématérialisé pour qu'il puisse, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui le surprend ou qu'il a apprécié, qu'il puisse le noter, régulièrement, chaque jour, chaque semaine et cetera. Ce qui nous permettra aussi, cet outil, de servir de base pour les entretiens de suivi avec le responsable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est que l'agent puisse être aussi acteur de son parcours et de son intégration, et voilà, de pouvoir échanger là-dessus. Et l'idée à la fin, bien sûr, c'est de compiler les données qui ont été transmises dans un fichier à part qui permettra de définir un plan d'action, au niveau du service RH ou en fonction de votre taille de collectivité. Ça peut, voilà, si vous avez juste 4-5 agents, vous n'allez pas vous créer une base de données gigantesque, mais en tout cas le fichier, qui vous aura été transmis permettra de voir qu'est-ce qu'on pourrait, améliorer. Donc le suivi, l'intégration, c'est la phase vraiment finale, de l'accueil. Ça permet, comme on l'a dit, et comme Franck les a rappelé, les enjeux, de fidéliser les personnes, d'avoir une bonne image en qualité d'employeur. Hem Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel aujourd'hui, donc voilà. Franck vous a parlé qu'on a différentes ressources pour vous aider. On vous a mis les liens, ici, donc la fiche psycho-ressources qui reprend finalement, une partie de cette présentation, la procédure d'accueil, l'attestation d'accueil, tout ce qui va être formation et information, à la santé sécurité au travail, mais également, les documents sur tout ce qui est apprentis et saisonniers. Il est 9h40. On a tenu notre délai d'1 heure et on voulait, laisser voilà, ces 20 dernières minutes pour des questions, mais aussi pour des partages de pratiques. Alors je vous invite tout de suite à aller dans le chat et à nous dire, si vous avez mis en place, des procédures d'accueil ou non. Si vous voyez, ce qui se passe, comment ça se passe, comment vous pourriez le mettre en place. Et je vois qu'il y a déjà des questions et Franck a pu y répondre en direct, donc on va juste les reprendre pour tout le groupe. Est-ce que l'assistant de prévention peut également y participer? Donc Franck a répondu qu'effectivement, et que l'assistant de prévention peut dispenser l'accueil sécurité. C'est vrai que c'est un acteur qui est clé, qui est important de présenter aussi dans le tour des services, au même titre qu'on présente les responsables de pôle ou de services qui vont expliquer les missions. L'assistant de prévention, c'est important de le présenter pour savoir qui c'est, mais aussi parce que certains agents ne savent pas toujours quelles sont ses missions, quelles sont ses fonctions, quelles sont ses responsabilités et à quoi il va servir dans la collectivité. Donc c'est important de le mettre dans la boucle des personnes qui seront présentées. Pour les secrétaires de mairie, un parrainage d'une secrétaire d'une commune aux alentours serait bénéfique
car la personne est souvent seule. C'est une super idée, Fanny. Je vous invite vraiment à le partager si vous avez un réseau hein, de collectivités autour de vous. Je pense qu'effectivement, hein, les communes nous alentours, c'est important de créer du lien pour les collectivités qui sont vraiment petites et seules. Ça peut s'ouvrir effectivement sur d'autres collectivités, hein, puisque le partenariat et la mutualisation des compétences, ça se fait aussi comme ça. Je ne sais pas, du coup, les autres participants, est-ce que vous avez des procédures d'accueil ou pas? Comment ça se passe? Est-ce que on prend à nouveau, on le jette dans le grand bain et il apprend à nager tout seul? Ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui est un peu développé? Donc on a une personne qui nous a dit qu'il n'y avait pas de procédure. Ben, voilà, vous allez pouvoir en mettre une en place si vous avez compris l'intérêt. Une procédure d'accueil mise en place depuis plus d'1 an. Les nouveaux sont très surpris en général, mais dans le sens positif du terme. On n'a que des bons retours. C'est un peu plus compliqué pour les chefs de service parce qu'ils trouvent que c'est un peu lourd. Alors effectivement, hein, ça prend du temps de faire ça, mais sur le long terme, c'est vraiment quelque chose de bénéfique, que ce soit pour les agents qui vont plus facilement prendre leur place, que pour les chefs de service qui finalement ont rencontré les nouvelles personnes et savent aussi si elles peuvent les solliciter ou non en fonction des sujets. Même si c'est un peu lourd, je pense que ça fait partie de la vie du collectif et ça fait partie des responsabilités du chef de service aussi dans son rôle de manager et de gestionnaire des humains hein, qui font partie de cette organisation. Une procédure informelle chez cette collectivité qui fonctionne bien, ça reste à formaliser, notamment la partie santé-sécurité. Alors Franck, peut-être que tu veux rebondir sur la formalisation? Pour la formalisation, donc en effet, hein, vous pouvez utiliser la procédure qui est mise à disposition. Les livrets d'accueil, vous pouvez nous contacter hein, au service prévention, on en envoie dans les collectivités, justement pour formaliser cet accueil, pour l'illustrer. Et bien sûr, terminer avec l'attestation de formation qui permet de justifier de la formation, de la remise des EPI, etc. Donc il y a une procédure d'accueil qui est mise en place depuis plusieurs années dans une autre collectivité. Est-ce qu'elle fonctionne bien, Monique, cette procédure d'accueil? Est-ce que vous avez des retours des agents, par rapport à ça? Des choses qui, voilà, qui marchent bien et que vous aimeriez partager? Dans une autre collectivité, aucune procédure formelle, mais on s'efforce de préparer au mieux avec la préparation matérielle, l'annonce de l'arrivée aux collègues, la présentation des locaux et des collègues. C'est déjà bien et effectivement, il y a d'autres choses à faire, hein, notamment sur la partie santé-sécurité, hein, qui est vraiment importante en fonction des postes, mais pour tous les postes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel de développer si c'est pas encore mis en place chez vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres partages, si vous avez des questions, d'autres besoins spécifiques. Je vous laisse encore quelques minutes. Franck, je ne sais pas si tu avais, un dernier mot à dire? OK, Non, non. parfait. Alors Monique nous dit qu'effectivement la procédure, elle fonctionne et les chefs de service jouent le jeu. Donc parfait, merci pour votre retour. J'espère que ce petit déj, qui a été plus court que les autres, hein, puisque la matière était aussi plus cadrée, parce qu'il y a voilà, il y a une procédure, on essaie de la mettre en place, du mieux qu'on peut. Que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. On reste disponible, hein, tous les services du centre de gestion, mais ici sur cette thématique en particulier, le service prévention des risques professionnels et le service conseil en organisation pour toutes les questions que vous auriez. Et puis on vous remercie pour votre participation, active via le chat et à votre connexion ce matin. On vous enverra le PowerPoint, par mail dans la journée et on vous souhaite une belle journée. Bonne journée.